Lorsqu'une institution est confrontée à une crise, elle est déstabilisée dans son fonctionnement. Elle affronte une situation inédite qui nécessite des savoir-faire adaptés. Dès lors, plutôt que de conserver une organisation qui a certes fait la preuve de sa pertinence en période normale, mais qui peut ne pas fonctionner correctement dans ces circonstances exceptionnelles, il est utile de constituer une organisation ad hoc, avec des personnes qualifiées et disposant d'une force de caractère suffisante pour traverser cette situation. Cette organisation temporaire, qu'il est d'usage de nommer dispositif de crise, ne peut être identique pour toutes les institutions et pour toutes les crises. Parce que chaque crise est unique, la réponse à y apporter l'est également. La première qualité de ce dispositif de crise doit donc être son adéquation tant à l'institution qui affronte la crise qu'à la crise traversée. Il est alors impossible de définir sa composition d'une manière unique. Cependant, des éléments sont communs à tous les dispositifs de crise. Nous allons les détailler maintenant. Selon Patrick Lagadec, 4 éléments principaux sont à prévoir dans chaque dispositif de crise. Une cellule direction générale, une cellule gestion, une cellule communication et enfin une cellule logistique. Nous allons évoquer successivement leur rôle en nous attardant plus particulièrement sur celui de la cellule gestion. La cellule direction générale. Elle doit fixer les orientations qui seront suivies, effectuer les choix et les assumer. S'assurer que le dispositif de résolution de crise est bien en œuvre. Elle est dirigée par le responsable de l'institution qui affronte la crise. La cellule gestion. Sa mission principale est de proposer au directeur de la cellule direction générale les options possibles dans la conduite et la résolution de la crise. Elle doit également fournir aux unités opérationnelles les éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Son directeur sera également le porte-parole de l'institution, étant entendu que la communication lors des moments clés est du ressort du dirigeant de l'institution. Cette cellule devant accomplir le plus grand nombre de missions différentes, il peut alors être utile de la diviser en sous-cellules, afin que le travail soit effectué plus efficacement. Les missions qu'elle doit remplir sont les suivantes. Collecte et suivi de l'information sur les événements. Que se passe-t-il? Où et quel en est l'auteur? Pour effectuer ce suivi, la création d'un cahier d'événements qui liste tous les événements, leurs dates, heures, lieux, ainsi que les protagonistes, est nécessaire pour conserver la mémoire des faits. Les faits collectés sont tant ceux en rapport avec la crise que ceux relatifs au fonctionnement de la cellule gestion. Évaluation de la situation. Dans la mesure où elle doit proposer des options au directeur général, elle doit évaluer correctement les événements portés à sa connaissance, mais aussi les solutions qu'elle propose. Pour cela, il lui faut disposer d'une capacité certaine d'anticipation sur l'évolution probable de l'événement. Gestion et coordination de l'événement. Toute décision prise par le directeur est retransmise par cette cellule aux unités opérationnelles. La cellule gestion doit donc s'assurer que les unités opérationnelles ont bien compris leur mission, disposent des moyens pour l'accomplir et l'accomplissent effectivement. Elle doit également veiller à la coordination des actions effectuées pour éviter que l'anarchie ne s'ajoute à la crise. Gestion des relations internes et externes. Cette cellule doit être le point d'entrée des sollicitations extérieures, qu'elles soient relatives à la résolution de la crise, par exemple les autorités locales, les services de secours, les experts, ou le fait de partenaires de l'institution, les investisseurs ou les collaborateurs. Elle ne doit cependant pas négliger les relations avec les membres de l'institution qui peuvent ne pas être impliqués dans la crise, mais sont concernés de par leur appartenance à l'institution. Poursuite de l'activité. Lorsqu'une institution traverse une crise, tous ces éléments peuvent ne pas être impliqués. Ils sont concernés, nous l'avons vu précédemment, mais doivent cependant poursuivre leur activité quotidienne. La cellule gestion doit s'assurer que les éléments non impactés par la crise continuent leur activité. Elle ne prend pas le relais des autorités hiérarchiques locales de l'institution, mais elle doit pouvoir renseigner le directeur général sur la poursuite de l'activité habituelle. C'est donc à elle de proposer au directeur général une hiérarchisation des missions à accomplir par l'institution, ainsi que les missions qui peuvent être ou doivent être interrompues temporairement, afin que leur poursuite n'obère pas la résolution de la crise. Il peut arriver que cette cellule gestion soit scindée en sous-cellules, conduite et anticipation. La cellule communication. Nous venons de voir que la cellule gestion avait pour mission la gestion des relations internes et externes. Exception à cette généralité, la communication doit être assurée par une cellule spécifique. Cette cellule traitera avec la presse, quel que soit son mode de fonctionnement, radio, télé, papier, internet, et de manière plus large, avec tous les publics en attente d'informations, internes, victimes, etc.
Sa mission est de préparer les éléments de langage ainsi que les événements officiels, communiqués de presse, conférences de presse, etc. Comme indiqué dans le cours relatif à la communication de crise, 3 équipes doivent composer cette cellule. Une équipe pour l'élaboration des messages, une équipe pour la diffusion des messages et une équipe pour le suivi des médias et des demandeurs d'informations. Il est conseillé de ne pas accueillir la presse au sein de la cellule communication. Les conférences de presse doivent se tenir dans une salle extérieure au dispositif de crise pour éviter que des journalistes ne furettent de ci de là et perturbent le fonctionnement du dispositif ou diffusent des informations encore sous embargo. La cellule logistique. La cellule logistique est celle des travailleurs de l'ombre. Sa mission est de s'assurer que les 3 cellules évoquées précédemment disposent de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elle doit également s'assurer, dans le cas où la crise est appelée à durer, que les relèves de personnel sont programmées et correctement effectuées. En effet, si une crise dure et que des relèves ne sont pas effectuées, des personnes épuisées, voire à cran, seraient chargées de résoudre la crise, ce qui n'est pas une situation recommandable. Le fonctionnement du dispositif de crise. Du fait des circonstances exceptionnelles que l'institution traverse et de la mise en place d'une organisation exceptionnelle, un fonctionnement hiérarchique doit être institué, même s'il déroge au fonctionnement habituel de l'institution. Concrètement, le directeur de la cellule gestion est le seul à rendre compte au directeur général, et la hiérarchie habituelle de l'institution ne doit pas l'évincer dans le processus décisionnel spécifique à la crise. Afin d'éviter le flou, chaque cellule et chaque participant doit avoir ses missions clairement définies. De même, chaque membre du dispositif de crise doit se tenir aux missions qui lui ont été confiées. S'il n'en était pas ainsi, des incompréhensions ou même des dysfonctionnements surviendraient et seraient préjudiciables à la résolution de la crise. Ce type de fonctionnement peut donc générer des tensions à cause du froissement de certains égos. Ce point doit être pris en compte par le directeur général et résolu une fois la crise terminée. Les membres de la cellule de crise. Création temporaire, la cellule de crise est armée par 2 types de participants, les participants permanents et les participants mobilisables. Comme leur nom l'indique, les participants permanents arment la cellule pendant toute la durée de la crise. Ils exercent notamment les fonctions suivantes. Fonctions administratives, noter les informations et les décisions prises, faire le planning, réaliser les tâches d'administration courante, etc. Fonctions logistiques, continuité d'activité de l'institution, communication ou décision. Les participants mobilisables interviennent à la demande de la cellule de crise selon ses besoins. Leurs compétences peuvent être très diverses, telles que juridiques, techniques, compétences en ressources humaines ou médicales. Leur présence au sein de la cellule est donc temporaire. Les locaux. À circonstances exceptionnelles, solutions exceptionnelles. Les locaux destinés aux différentes cellules énoncées précédemment doivent être clairement identifiés comme tels. Dans la mesure où c'est dans les locaux de la cellule de crise, souvent appelées salles de crise, que seront prises les décisions importantes, ceux-ci doivent donc être d'accès restreint. Dans le cas contraire, il existe un risque non nul qu'une personne extérieure à la conduite de la crise y entre et perturbe le fonctionnement de la cellule. Cependant, afin d'éviter l'enfermement des membres de la cellule sur eux-mêmes, elle ne doit pas non plus être un bunker. Une pièce servant d'accueil et de filtre doit donc exister. L'idéal est que chaque cellule ou sous-cellule dispose d'une pièce qui lui est réservée. Ces pièces ne doivent pas être éloignées les unes des autres afin que leurs membres puissent circuler, se rencontrer et échanger les informations utiles à la résolution de la crise. Dans la mesure où des réunions impliquant des membres des différentes cellules énoncées peuvent être nécessaires, une ou plusieurs pièces doivent être réservées à cet effet. Enfin, une ou plusieurs pièces destinées au repos des membres du dispositif doivent également exister, plus particulièrement dans le cas où la crise est appelée à durer.